bon. Bonjour à tous et à toutes. Merci du coup d'être présents à cet atelier Jeunesse fait tomber les murs, mettons l'écologie au pouvoir. Donc je vais co-animer avec Claire cet atelier. Je m'appelle Alice Vossler, je suis responsable nationale des jeunes générations. Cet atelier il est né assez spontanément de nombreuses initiatives unitaires de construction d'alternatives écologistes et solidaires portées par la jeunesse, que ce soit par le biais des organisations jeunesse politiques, mais également associatives et autres initiatives spontanées. Parmi elles, une initiative qui s'appelle Résilience commune. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, je vous recommande de vous y renseigner. C'est une initiative qui a été notamment lancée par des organisations jeunesse politiques et associatives, ayant pour but en fait en 2022 de ne pas tomber dans l'écueil finalement d'une gauche ou d'une écologie divisée qui permettrait finalement de réussir concrètement à proposer dans ce pays une alternative au service de tous et toutes. Et donc cette initiative est portée par plusieurs organisations de jeunesse politique, les jeunes générations, les jeunes écologistes, mais également les jeunes de GRS qui parleront par le biais d'Hugo tout à l'heure, les jeunes socialistes, et encore les jeunes communistes ou insoumis qui du coup se joignent à l'initiative. Et donc comme objectif de faire de la production de fonds, mais pas seulement, également influencer nos responsables politiques pour les inciter à se mettre autour de la table pour porter un projet unitaire d'isolement écologique et social. Donc voilà pour l'initiative Résilience commune. Je vous encourage à aller voir et je vais laisser Claire présenter un peu plus longuement cette initiative de jeunesse qui fleurissent un peu partout pour le meilleur et on souhaite. Alors pour poursuivre cette introduction, pendant le confinement, pendant que nous on essayait d'effectivement jeter des ponts entre les différentes organisations de jeunesse, des gauches et des écologistes, la même chose se passait aussi dans la société civile. On peut mentionner entre autres l'initiative Plus Jamais Ça, qui a réuni pas mal d'ONG, d'associations, de syndicats, et qui a pu déboucher sur une série de 34 propositions pour le monde d'après. Et du côté de la jeunesse également, depuis un peu plus longtemps même, une coalition s'est formée entre de nombreuses associations et mouvements, des mouvements qui travaillaient sur les questions de climat, mais pas que, parce qu'il y a aussi beaucoup de syndicats étudiants dans cette initiative. Et donc il y a cette grande convergence autour des enjeux du moment, avec une évidence en fait de la centralité de l'écologie, qui est peut-être liée à un facteur générationnel. Plus globalement, il y a le sentiment d'une urgence parce que les enjeux qui vont arriver et qui vont peser de manière très forte sur les enjeux notamment électoraux dans les mois à venir déterminent de manière très très forte nos avenirs. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a cet empressement à essayer de former des coalitions larges qui seront en mesure de réellement prendre le pouvoir et réellement changer la donne. Donc la question qui se pose, c'est comment on agit ensemble et comment on construit à partir de nos accords, mais aussi en pleine lucidité sur nos potentiels désaccords, quel projet de société cohérent peut déboucher, peut sortir de toutes ces tentatives de coalition, et comment on forme un débouché électoral structuré et qui soit en capacité de prendre le pouvoir à partir de l'ensemble de ces dynamiques convergentes. Alors, on accueille aujourd'hui Hugo Giraudoux de la gauche républicaine et socialiste, Malena Réal du média Le Vent se lève, Léonore Monconduit, maire de Poitiers, et Romain Aulat, qui est donc membre de la coalition jeune dont je parlais un peu plus tôt. Je vais laisser Alice introduire la première question. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Les armes municipales ont quand même été marquées par une vague verte. Ça a été un peu partout salué. On a vu arriver à la tête de ville de nombreux maires écologistes, et du coup également animés par des valeurs de gauche, qui ont réussi, et par une dynamique assez inédite, à décrocher des villes là où parfois on ne les attendait pas. Dans des villes qu'on pensait condamnées à la droite, des initiatives citoyennes, écologistes et solidaires ont réussi à percer finalement le plafond de verre
et à s'imposer comme la force centrale en capacité de changer la vie des gens. Donc c'est une dynamique qu'on a observée dans beaucoup de villes, et donc en quoi elle est inédite? Elle est inédite notamment parce qu'elle a permis d'être vraiment porteuse en réunissant l'ensemble des forces de gauche et écologistes présentes sur un territoire, mais pas seulement, également en impliquant des dynamiques citoyennes assez inédites. Alors l'expérience de Poitiers, quelqu'un n'aura raison de revenir, j'imagine, et du coup voilà, des choses qui permettent d'impliquer concrètement les citoyens et les citoyennes dans la construction d'un projet et qui a permis à ce projet de devenir fédérateur. Voilà, donc c'est une dynamique qu'on a pu observer, et du coup, c'est une question que j'ai posée un peu à l'ensemble de nos intervenants et intervenantes. Comment est-ce que vous analysez finalement cette phase, cette étape, dans l'histoire de l'Union de la gauche et des écologistes, et comment est-ce que vous analysez un petit peu ce qui s'est passé pendant ces municipales et comment est-ce que ça a pu être rendu possible? Voilà, alors peut-être qu'on va partir sur un déroulé de droite à gauche, gauche à droite. Hugo, si tu veux peut-être commencer. Oui, donc Hugo pour la gauche républicaine et socialiste, et j'aurais tendance à tirer un constat un peu moins positif. J'appuie peut-être là où ça fait un peu mal, mais je suis plutôt d'accord avec le politiste Gaël Broussier quand il dit que ces municipales-là, elles ont aussi été l'occasion de montrer que la gauche était dans une triple impasse. Une impasse pour nos différents partis, notamment pour Europe Écologie Les Verts, qui reste encore sur des zones très urbaines, sur un électorat très CSP+, et qui n'est pas encore en capacité justement de montrer qu'il peut exister une écologie populaire. Une impasse de la social-démocratie européenne qui est sur le déclin et que subit en fait encore le Parti socialiste, et qui est un parti donc qui s'est cantonné à un socialisme municipal sans montrer vraiment un projet qui puisse paraître suffisamment clair au niveau national. Et enfin une troisième impasse qui est celle de la France insoumise, qui n'a pas encore réussi à transformer la victoire, c'est une victoire, le score qu'a fait Jean-Luc Mélenchon en 2017, sur les élections intermédiaires et notamment sur ces municipales. Donc à partir de ce constat-là, par contre, il y a quand même une éclaircie qu'on peut démontrer. Et c'est là que je serais d'accord justement avec ce qui a été dit avant, que les listes d'union de la gauche et des écologistes ont quand même fait des scores beaucoup plus honorables, voire vraiment meilleurs que les listes qui ont voulu partir, on va dire, en solo et de manière éparpillée. Ensuite, il y a encore, je serais aussi d'accord avec ce qui s'est passé à Marseille, notamment le constat de Sophie Camard, qui considère que cette victoire-là de l'union de la gauche et des écologistes, elle se fait encore sans les forces populaires, sans les quartiers populaires, où à Marseille, 90% des quartiers populaires se sont abstenus pendant ces municipales. Du coup, moi je partage en grande partie ton constat, Hugo. Alors, pour commencer par le positif, il y a effectivement certaines victoires qui font plaisir, des victoires de la gauche, des victoires écologistes qui marquent des ruptures locales importantes. On voit la fin des Ergoudins au Colomb, on voit le basculement de Bordeaux qui est particulièrement marquant, étant donné que la mairie de Bordeaux n'avait que 2 locataires depuis les années 50. Donc on peut se réjouir de ces victoires, mais il faut savoir ce qu'on peut en tirer comme enseignement et plutôt aussi ce qu'on ne peut pas en tirer comme enseignement, puisqu'on peut remettre en cause pour beaucoup de victoires la représentativité sociologique des victoires et aussi la représentativité numérique des villes qui ont été prises au niveau national. Donc pour lire la situation, à mon avis, il faut avoir plusieurs pistes d'attention, plusieurs points d'attention. Déjà, il faut considérer l'abstention, comme tu l'as dit, 59% d'abstention, une abstention municipale qui a triplé depuis les années 80. Ce qui fait que, par exemple, à Lyon, Grégory Doucet a obtenu le soutien de 19% des électeurs inscrits sur les listes. À Bordeaux, il n'y a que 17,5% des inscrits qui ont voté pour Pierre-Monique. Donc, sociologiquement, qui est-ce qui s'abstient? C'est les CSP-, c'est les classes populaires, alors que les retraités, les CSP+, urbains participent. Donc, 3 explications saillantes: la crise sanitaire, une certaine défiance croissante envers les institutions et une centralisation croissante du jeu démocratique sur les présidentielles qui s'annoncent. Et donc ça va être le point focal du débat stratégique qu'on va pouvoir avoir. Autre chose, il faut élargir la focale. Donc il y a 236 villes de plus de 30 000 habitants. Entre celles-ci, il n'y en a que 86 qui sont en main de la gauche maintenant, dont 10 de gauche écologiste. Donc sur une échelle nationale, ce n'est pas extrêmement représentatif. Et enfin, il faut comprendre les différences entre les scrutins.
il n'est pas établi que la mobilisation citoyenne qu'on a pu avoir pour les municipales soit transférable à une échéance présidentielle. Et puis aussi, les municipales sont des élections locales, particulièrement favorables à des programmes écologistes ancrés sur le concret, sur le local, sur le tangible, et qui ne sont pas forcément les mêmes programmes qu'on peut mobiliser pour des présidentielles. Donc pour le constat, pour moi, les écologistes ont encore du mal à s'adresser à un électorat déclassé par la désindustrialisation, notamment dans les villes moyennes, et c'est là qu'ils ont eu le plus de difficultés. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour répondre à la question, alors je rejoins une partie du constat sur l'humilité qu'on doit avoir vis-à-vis du taux de participation, notamment qui fait que certes on a été élu, mais que le chemin à parcourir reste long pour retrouver une mobilisation citoyenne autour des enjeux politiques au sens large, et je mets ça sur le compte de la désaffection pour le politique, pour la politique au sens large. En revanche, ce que je constate, ce que j'ai vécu à Poitiers notamment, c'est qu'il y a une démobilisation globale des électeurs vis-à-vis de la politique. Par contre, les démarches qui ont suscité de l'enthousiasme, c'était les nôtres. C'était celles qui sont centrées autour de l'écologie, autour d'une démarche citoyenne, qui s'émancipe un peu des codes classiques des partis, jeunes par les personnes qui les portent aussi, enfin jeunes dans le discours, jeunes par les personnes qui les portent. Et que justement, ça me donne espoir parce qu'aujourd'hui, alors qu'il y a une dimension, une démobilisation globale, nous, les démarches qu'on porte, nous, sont celles qui peuvent mobiliser un électorat qui n'y croyait plus, mobiliser des jeunes. Il y a un fort effet générationnel aussi, et il y a un effet social aussi dans la démobilisation, mais il y a aussi un effet générationnel. Et je crois beaucoup en le fait de s'inspirer de ce qui a marché dans les villes où ça a marché, Strasbourg, Tours, Poitiers, etc. Pour essayer d'identifier ce qui a fait le sel de ces démarches, et on peut les transposer à d'autres échelles pour essayer de susciter vraiment une vague citoyenne, jeune, etc., pour garder ce qui a fait notre électorat mobilisé pendant les campagnes. Nous à Poitiers, ce qui guettait, c'était pas forcément la droite, c'était plutôt l'immobilisme et le conservatisme, et je pense que ça, c'est pas propre à un parti, l'immobilisme ou le conservatisme, ça tient au renouvellement des pratiques politiques au sens large, et voilà. Donc je pense que c'est aussi pour ça que cet atelier est très intéressant, parce qu'il y a le côté passage de relève, on a énormément capitalisé là-dessus pendant la campagne, le fait de dire on n'est pas forcément en rupture, mais on est une relève politique, et qu'en changeant les générations politiques, on va aussi changer les idées qui vont avec, et qu'aujourd'hui, le plus dangereux pour nous, pour notre génération, ce serait de ne rien faire. Et voilà, c'est ça aussi, c'est la manière dont je lis ces élections-là, c'est le fait de dire on a besoin d'avoir un renouveau du personnel politique. On a des personnes qui ont été élues qui étaient complètement inconnues, ce qui casse aussi une espèce d'intuition sur le fait qu'il faut être une rockstar pour être élu. Pas forcément. Ce qui compte, c'est la dynamique qu'on porte, et je pense qu'il y a une forte attente de renouvellement des pratiques et des personnels politiques, et y compris d'un point de vue générationnel. Ça ne fait pas tout, mais ça y contribue. Oui, je vais parvenir sur nombreux constats, et je suis complètement aligné avec ce que disait Léonore. Moi, 4 points sur les leçons à en tirer des municipales, notamment le fait, moi je suis intimement convaincu, je prêche ma paroisse, j'ai un militantisme écolo, qu'on va avoir besoin de mobilisation massive. Là, on a eu sur les 2 dernières années des mobilisations massives, notamment autour du climat, mais pas que, sur plein d'autres sujets, qui ont fait, moi j'en suis intimement convaincu, qui ont contribué à cette vague verte qu'on a pu voir lors des dernières élections, et que dans les 2 prochaines années, il va falloir continuer ces mobilisations de masse. Selon moi, la conscience de l'urgence est là dans le débat public. Maintenant, c'est de savoir qui agit et qui n'agit pas à la hauteur des enjeux, qui sont pour moi les forces de droite, néolibéralisme, de l'hypercapitalisme. Et donc on en est là aujourd'hui où je pense qu'il va falloir passer cette étape-là aussi via des mobilisations de masse. Le deuxième point, c'est montrer que les différentes victoires qu'il y a eu dans différentes villes, elles savent gouverner, montrer par l'exemple, comme ce qui avait pu être fait à Grenoble depuis maintenant 6 ans, qu'on veut que l'écologie et la justice sociale savent, on sait gouverner.
Et enfin, je suis complètement aligné avec cette idée, c'est s'inspirer des nouvelles pratiques démocratiques, notamment internes, qui ont émergé pendant pendant ces municipales, avec des villes comme j'ai admiré Poitiers et Toulouse, où il y a eu un travail de longue haleine de plusieurs années, parfois sur le fond, avec de vraies contributions citoyennes, avec des modes d'élection des candidats nouveaux. Je me trompe pas, voilà, c'est en élection sans candidat que tu as été désigné. Et donc pour moi, il faut vraiment capitaliser là-dessus pour les prochaines échéances électorales. Donc d'abord les départementales, régionales, puis 2022 avec les présidentielles. Merci. Alors, merci à vous. Du coup, vous avez bien souligné, je pense, par vos 4 prises de parole, on se fait que sur un fond de déshérence politique où l'abstention devient de plus en plus forte et où il y a une défiance généralisée par rapport à la politique au sens partisan et institutionnel du terme, on a eu ces percées d'espoir par-ci par-là qui sont imparfaites et qu'il faut regarder avec lucidité et humilité, mais qui sont aussi source de renouveau dans le sens où on a changé profondément les pratiques, les manières de construire une liste, de construire un programme, de construire un projet commun pour une ville. Et Poitiers, c'est l'exemple type de ce genre de processus. Et donc, ma question suivante serait, en fait, le genre de dynamique qu'on a pu voir émerger à Toulouse avec l'archipel citoyen, mais aussi ce qui se passe à Grenoble depuis un mandat déjà, et puis ce qui s'est passé de manière emblématique à Poitiers pour ce mandat-ci. Est-ce que, du coup, c'est quelque chose sur lequel on peut capitaliser et qui est réplicable sur des types de scrutins différents, comme ceux qui arrivent, régional, départemental et puis présidentiel, ou est-ce que vous pensez qu'il y a une spécificité de ce qui s'est passé là, justement, parce qu'il y a l'échelle locale, on peut parler d'écologie de manière extrêmement concrète, et où ça parle peut-être davantage que lorsqu'on est sur une échelle politique plus macro. Donc Léonore, je vais te demander de commencer sur cette question, à partir, peut-être que si tu peux en profiter pour nous en dire un peu plus sur comment s'est construite l'expérience politique à Poitiers. Merci beaucoup de donner la parole sur cette question sur laquelle on est beaucoup interrogé, on a certainement beaucoup interrogé sur comment faire à une échelle supérieure. Je ne prétends pas avoir la bonne réponse sur cette question-là. Peut-être, du coup, comment est-ce que nous on a construit notre démarche à Poitiers? C'est parti d'une démarche vraiment très citoyenne, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient intéressés à la politique, et notamment des jeunes, mais pas que, c'était très intergénérationnel et très divers en termes de parcours, mais qui partaient de ce constat qu'il y avait une forte désaffection envers la politique, une méfiance envers la politique, envers les politiques, envers les élus, envers les partis, mais qu'il y avait une envie de reprendre la main sur notre avenir, et une envie quand même de faire de la politique, mais sans se sentir contraint par des cadres qui sont historiquement un peu excluants en fait pour les nouveaux arrivants. Du coup, c'était 2 ans avant les élections, mais on s'est donné 2 ans pour faire les choses comme on pensait que c'était bien de les faire, donc c'est-à-dire le projet avant les têtes avant la tête, et donc de manière, je passe les détails, mais de manière extrêmement ouverte, avec des réunions publiques ouvertes à tous, avec une grande exigence accordée à la transparence, à la démocratie interne de notre fonctionnement, à l'innovation aussi dans les outils qu'on se donne. Ce qui a vraiment fait le succès de notre démarche, je pense, un des éléments, c'est la maîtrise des outils d'éducation populaire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire on va faire collectif, mais c'est comment est-ce qu'on le fait. Et on avait la chance, dans les gens qui pilotaient ça, d'être beaucoup de jeunes issus de l'éducation populaire, de différents mouvements, le scoutisme, la ligne d'enseignement, les CNR, etc. Et on maîtrisait ces outils-là qui permettaient de faire travailler les gens ensemble. Et ça permettait vraiment d'accueillir tout le monde, enfin, en tout cas tous ceux qui osaient pousser la porte de cette démarche-là. Et donc voilà, une forte attention, c'est pas... dans les discours, on veut tous faire ensemble, souvent on manque de comment faire, et ça c'est une chance qu'on a eu d'avoir ces outils d'intelligence collective-là à disposition, et puis une communication très, très punchy, encore une fois indépendante de la communication des partis, c'est-à-dire qu'on a fait Poitiers collectif, le logo est quelque part par là, mais c'était pour la ville, par la ville, et donc ça permettait aussi une forte identification des gens à notre identité. C'est un collectif citoyen, et notamment pour la jeunesse, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, en tout cas ceux qui étaient, les jeunes, j'aime pas dire les jeunes parce que on n'est pas tous pareils, quoi, donc c'est comme les grands, on n'est pas tous pareils.
Mais non, enfin, il y avait une forte identification, un sentiment d'appartenance à notre collectif citoyen que les gens se sentaient autorisés d'avoir, ce qui n'était pas le cas pour les partis. Il n'y a pas une forte mobilisation populaire autour des logos des partis aujourd'hui. Donc voilà, et puis après, donc, concrètement, quelques exemples. C'était une démarche très ouverte sur la vie démocratique parce qu'on voulait vraiment ouvrir très grand les portes pour que tous ceux qui ont envie de s'engager en politique puissent le faire. Et donc, des réunions, toutes nos décisions étaient prises en réunion publique, ouverte à toutes et à tous, avec des techniques qui permettaient de faire passer la parole, enfin que chacun s'exprime, des comptes rendus systématiques pour que ceux qui n'osaient pas venir puissent quand même voir ce qui se passait, suivre tout, y compris les stratégies d'alliance, nos rencontres avec les partenaires politiques, etc. Et puis des formes un peu séduisantes qui nous tenaient à cœur depuis le début, comme l'élection sans candidat pour la tête de liste, et je pense que c'est une forme particulièrement appropriée à l'émergence de nouvelles. Ça nous tenait vraiment à cœur de faire émerger une relève politique, faire émerger une nouvelle génération politique. Et la forme de l'élection sans candidat qu'on a fait pour la tête de liste, mais qu'on a fait aussi pour la désignation des 20 premiers candidats, c'est une forme où il n'y a pas besoin d'avoir le pas en avant. Il n'y a pas besoin de dire moi je veux être candidat, ce qui demande déjà d'avoir une certaine assurance, ce qui demande déjà d'être à peu près sûr de soi, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de jeunes qui sont très intéressés mais qui attendent qu'on les adoube pour oser être candidat. Et nous, on ne voulait pas qu'il y ait ce pas en avant à faire, on voulait que ce soit le groupe qui légitime telle personne pour être candidat ou candidate. Et ça marche parce que du coup, ça a marché. On a une liste, aujourd'hui on a des élus avec moins de 40 ans de moyenne d'âge, et on a, lors de l'élection sans candidat, au final, il y a eu un grand débat public, live Facebook et tout, enfin très ouvert et transparent, mais les personnes qui sont ressorties pour être tête de liste, au final c'était moi, mais les autres c'était des personnes qui étaient jeunes, pas politiques, enfin qui avaient 30 ans, on était tous les trois à avoir 30 ans sur les personnes qui sont ressorties à la fin. C'est pas forcément la bonne recette transposable partout, mais par contre c'est des formes très ouvertes et très innovantes comme ça qui permettent de faire émerger une relève politique parce que ça casse un peu les codes du il faut être là depuis 50 ans et avoir fait ses preuves avant d'avoir le droit d'être candidat. Donc les formes comme ça qui légitiment les candidatures par le groupe ont fonctionné pour ce qui nous concerne, et je pense que ce type de démarche est réplicable à des échelles électorales autres, alors pas strictement dans les mêmes formes, parce que le local, c'est vrai qu'on est vraiment en contact avec les gens, on se croise dans la rue, etc. Enfin, ça facilite le réseau, ça facilite la présence de terrain. Par contre, le fait de dire on part du projet avant de penser au qui, ça peut se décliner, et on peut tout à fait imaginer une logique d'atelier très ouvert, enfin, qui se décline à l'échelle régionale, à l'échelle nationale, où on fait vraiment travailler les gens sur du concret, sur un programme qui n'est vraiment pas déterminé à l'avance, parce que la sincérité, ça fait tout aussi. C'est-à-dire que si on fait travailler les gens sur la couleur des pots de fleurs, ça se voit que c'est du fake. Par contre, si on fait travailler les gens sur vraiment un programme qui n'est pas encore construit, ensuite, ils se sentent impliqués, ils se sentent mobilisés, et ils ont envie de défendre le programme. Donc cette dynamique très ouverte sur le projet, avant de penser au qui, on peut la répliquer au niveau national, et puis moi, je pense que de ça peut découler la légitimation d'une personnalité forte, parce que je ne suis pas dupe. Pour la présidentielle notamment, évidemment qu'il faut une incarnation très forte, c'est ce que les gens attendent. Par contre, moi je considère que le fait que cette personnalité, elle se soit investie dans un process collectif, ça lui donne une légitimité beaucoup plus forte que si on met d'abord la personne qui est considérée comme ayant toutes les qualités avant même d'avoir eu à défendre, à travailler avec les autres en fait. Donc, je considère que le fait de mettre le programme, le projet avant le tête, ça renforce la tête et non pas à l'inverse. Et je pense que cette logique-là, elle est vraiment transposable, et il est encore temps de le faire pour les échéances qui viennent, notamment régionales et nationales. Merci. Malena, est-ce que tu souhaiterais aussi dire un mot par rapport à cette question du coup? Tu avais l'air de dire dans ta réponse précédemment qu'il y avait une spécificité du coup de l'élection présidentielle. Est-ce que du coup tu penses aussi comme Léonore qu'il y a une possibilité de transposer en termes de méthode ou en termes de fond, ou est-ce que tu vois vraiment un écart en fait entre ces types de scrutins? Alors, je trouve que c'est des méthodes qui sont très intéressantes, qui sont pas forcément transposables telles quelles. Après, je pense que lorsqu'on parle de 2022, lorsqu'on parle des présidentielles, il faut peut-être qu'on parle de discours et de comment on va s'adresser aux électeurs, plutôt que de commencer par comment on va s'organiser en tant que militant.
C'est-à-dire que même si c'est très important et qu'il faut le faire, il faut avoir cette réflexion évidemment. Et l'essence de politique cognitive est très intéressante en ce sens. Il y a aussi toute la déclinaison de comment on va aller chercher les réserves de voix, comment on va parler aux gens qui aujourd'hui sont désinvestis et comment on va faire pour que, au-delà du fait que des jeunes s'investissent ou que des urbains s'investissent, comment est-ce qu'on va aller chercher les ruraux, comment est-ce qu'on va aller chercher les quartiers, comment est-ce qu'on va chercher tous ces gens-là qui aujourd'hui ne votent pas ou ne votent pas à gauche. Et ça, c'est toute une question de vocabulaire, de comment on articule l'écologie avec des questions sociales, de comment on articule l'écologie avec des questions de productivité, de réindustrialisation. Et donc, il y a tout cet aspect-là de réflexion à avoir sur lequel on pourra peut-être revenir. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est des expériences très intéressantes et à voir comment est-ce qu'elles sont applicables. Si personne ne souhaite réagir rapidement à cette question, on peut passer du coup à la question suivante. On va basculer un peu sur la question plus large de l'union de la gauche et des écologistes, leur rassemblement. On peut utiliser un peu les termes qu'on souhaite à ce sujet, mais c'est vrai que c'était quelque chose pendant les municipales a été quand même beaucoup mis en avant et on a souvent répété que c'était finalement cette condition-là qui a permis aux électeurs d'avoir une offre lisible et finalement accessible, qui a permis du coup d'accéder à ces victoires. Ce rassemblement, chez les écologistes, il y a plusieurs terminologies. C'est un arc qu'on peut définir un peu plus ou moins large en fonction de nos opinions et de nos convictions. On parle d'arc écolo-humaniste, on peut parler aussi de front populaire et écologique. Chaque mouvement, chaque parti a un peu sa terminologie pour définir cette dynamique qu'on appelle de nos voeux, ou non d'ailleurs, c'est là que c'est intéressant. Donc c'est une question un peu qui se destine à un peu chacun d'entre vous. Je voulais poser aussi à Malena, comme c'est une chose qui vient au niveau national, mais également aussi à Hugo, qui est membre de Résilience Commune et qui, en ce sens, du coup, malgré évidemment le discours que j'ai pu avoir tout à l'heure sur l'exigence qu'on doit avoir, tu restes quand même engagé dans une démarche aujourd'hui avec le 3 millions de la gauche et des écologistes. Donc peut-être commencer par toi, Hugo, et ensuite Malena pour réagir, et d'autres, parce que finalement on est relativement en avance dans notre planning, donc c'est plutôt positif. Je t'en prie, Hugo, tu peux commencer. Oui, merci. Tout d'abord pour dire qu'à la gauche républicaine et socialiste, justement, on s'est construit sur l'idée qu'il fallait renouveler l'idée de Front populaire, reconstruire un nouveau Front populaire pour le XXIe siècle, qui soit un Front populaire social et écologique. Donc déjà, c'est un projet qu'on porte depuis longtemps et que moi j'essaie de porter aussi au niveau de Résilience Commune. Et on s'est construit sur une autre idée qui est assez fondamentale pour moi et qui consiste à dire que le projet de construire un peuple, fédérer le peuple, et l'idée d'union de la gauche et des écologistes ne sont pas du tout des projets contradictoires. Ils sont même des projets complémentaires, voire, j'irais dire, jusqu'à dialectiques, au sens où ce sont des débats qui sont relativement anciens, que l'on retrouve déjà au moment du programme commun, que l'on retrouve déjà dans la rhétorique de Maurice Thorez quand il parle d'être le candidat du peuple de France. Donc l'idée de regrouper les forces populaires, de faire du peuple un sujet historique et en même temps de lier les organisations politiques entre elles, c'est un débat relativement ancien et qu'on a à trancher à nouveau ici, mais sans mettre une frontière entre ces deux projets. Au contraire, il faudra essayer de les lier un maximum, dans la mesure où justement quand on regarde les expérimentations politiques et sociales qui ont été menées tout le long du XXe siècle, quand on regarde les années Mitterrand, quand on regarde Jospin ou même le quinquennat de François Hollande, l'une des principales causes qui ont mené justement à la remise en cause de ces projets de transformation sociale et écologique de la société, c'est la désarticulation entre le mouvement de masse et l'action du gouvernement. La désarticulation entre le mouvement d'en bas et le mouvement d'en haut. Et je ne pense pas qu'on puisse se revendiquer de gauche et faire une action gouvernementale de gauche sans avoir l'appui des forces populaires derrière, et d'une certaine partie aussi sans l'appui des forces de jeunesse. Donc c'est des débats stratégiques qui sont relativement anciens, et on aurait tout intérêt justement à se remémorer les différentes expériences politiques et sociales qu'il y a eu avant pour comprendre quelle stratégie politique de conquête du pouvoir on peut avoir pour 2022. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ton constat. Pour une union des gauches, on ne peut pas faire une union des gauches sans avoir le peuple derrière. Mais je me permets
dire ce point-là, ce n'est pas du tout évident dans le sens où aujourd'hui, lorsqu'on parle de gauche, on ne peut pas dire que lorsqu'on parle de gauche, on parle de peuple. On ne peut pas dire que automatiquement le peuple est de gauche. On ne peut pas penser que la France finalement est de gauche, mais elle s'en est toujours pas rendu compte, et que naturellement un jour elle va se rendre compte que c'est dans son intérêt de voter à gauche. Il faut se demander comment est-ce qu'on lui parle, et à la limite, avant de se demander comment est-ce qu'on va se nommer en tant que front, il faut se demander comment est-ce qu'on va aller parler aux gens, avec quel discours on va construire une écologie. Quelle écologie on va construire? Parce qu'il y a une bataille culturelle qui a été gagnée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde parle d'écologie a fortiori, mais quelle écologie est-ce qu'on veut créer? On veut créer une écologie populaire, et comment est-ce qu'on va faire, et quelles sont les priorités pour le faire? C'est d'ancrer l'écologie comme une priorité politique chez les CSP-, c'est de répondre aux besoins de ces catégories qui finalement vont être les plus touchées par le changement climatique, et c'est aussi réimpliquer une partie des élites dans un combat pour le bien commun à travers l'écologie. Comment est-ce qu'on fait ça? Déjà, il faut sortir du caractère punitif d'une partie du discours écologiste, c'est-à-dire qu'il faut passer d'une dénonciation de comportements individuels à une dénonciation de l'absence de changements macro-sociaux mis en œuvre par les gouvernements. Donc, en clair, il ne faut pas aller accuser l'habitant rural de devoir prendre la voiture, il faut aller demander, il faut aller exiger à l'État de fournir des services publics en zone rurale pour que cet habitant n'ait pas à la prendre. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ne pas oublier qu'une stratégie contre-hégémonique, une stratégie pour construire une écologie populaire, doit nécessairement être interclassiste. Elle doit nécessairement avoir pour but de fracturer en interne le bloc élitaire. C'est-à-dire qu'il faut que cette nouvelle frontière antagonique s'articule contre la nouvelle aristocratie. C'est pas fondamentalement une opposition de classe, dans le sens où c'est pas une opposition contre les top 5% ou les top 10% de la population, c'est un discours contre la part des élites qui empêche le changement. Typiquement, c'est la différence entre une oligarchie financière déconnectée des réalités et une partie du patronat industriel qui est ancrée dans le réel, qui est ancrée dans le territoire et qui a tout intérêt à préserver nos emplois et à préserver notre environnement, justement pour que son activité industrielle ancrée dans le réel puisse continuer. Donc en ce sens, l'écologie doit être un levier de fracturation interne du bloc élitaire, doit être un levier pour toucher des questions sociales. Et un dernier point, il faudrait que cette écologie s'articule avec la protection et avec l'échelon national, qui est le grand oublié de beaucoup de discours écologistes. Il faut que l'écologie soit une réponse au sentiment généralisé de tout fout le camp, qu'elle soit une réponse pour apporter de la protection, pour répondre à la demande de protection des gens. Et à mon avis, une façon de répondre à cette demande de protection, c'est par l'échelon national, c'est en créant un discours de patriotisme vert pour transversaliser sociologiquement l'écologie et pouvoir porter un projet écologiste qui, électoralement, soit capable de mobiliser largement tout autant des classes populaires comme des gagnants de la globalisation. Je ne sais pas si Romain ou Léonore voulaient réagir également à cette question, finalement sémantique, mais également profondément politique, comme on a pu le voir juste avant. Oui, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Hein, Oui, pour revenir plutôt sur le fond, je partage certains des constats, mais maintenant, stratégiquement, où on doit, en fait, on a le devoir, quand je dis on, voilà, c'est cet arc qui n'est pas encore forcément toujours très clair, mais on va voir pour 2022, on le sait, Macron, Le Pen, certainement Mélenchon qui montre de plus en plus son intérêt. Qu'est-ce qu'on construit maintenant entre tout ça? Qu'est-ce qu'on construit entre tout ça, et où j'ai encore eu hier de nombreux, enfin à 80-90% à la fois voilà, des programmes donc de ces forces, des partis écolos et de gauche, mais aussi des collectifs comme je disais plus jamais ça, 80-90%, sur le fond, il y a des vrais accords, des vraies convergences. Donc, à quand on va mettre sur la table nos accords et nos désaccords, parce qu'il y a des désaccords, et comment, à partir de ces désaccords, on en fait des accords féconds pour aller, pour les dépasser. Ça, je pense, c'est un point essentiel. Et ensuite, moi, effectivement, je fais partie d'une génération, et je pense qu'on est nombreux à en avoir marre de ces logiques partisanes, politiciennes, qu'on voit, et qu'on voit aussi complètement à gauche,
et aussi dans les partis historiques et écolos, où moi personnellement je ne comprends rien comment ça fonctionne démocratiquement en interne. Peut-être on va me dire que parce que je suis pas dedans, peut-être, mais que du coup je n'ai pas envie de m'engager là-dedans. Par contre, je suis convaincu qu'on doit pourtant gagner, et que c'est via, en tout cas, des personnes qui sont dans ces partis qu'on va gagner 2022 face à celles et ceux que j'ai pu citer avant, qui, pour moi, effectivement, sont en train de détruire les conditions de vie sur Terre. Parce qu'on parle, voilà, faut quand même se rappeler, on parle de ça aujourd'hui, et qu'on a donc le devoir de gagner 2022 pour ça, mais en faisant de façon. Et ça, je pense que c'est le troisième point, on parle d'écologie, justice sociale, mais la démocratie. Et la démocratie, c'est pas juste aussi du point de vue en théorie, mais ça doit s'incarner et ça doit se montrer. Il y a la démocratie interne dans la construction, que ce soit, est-ce que c'est primaire qu'il y aura demain entre une large primaire écolo et de gauche, et si oui, est-ce que pourquoi pas on ferait pas une primaire à jugement majoritaire par exemple, parce que nous, ce qu'on a besoin, c'est une personne rassembleuse. Je sais pas si ça a déterminé, mais ça a déterminé pas entre deux, trois personnes leaders de différents partis. Ça a déterminé avec les bases militantes de l'ensemble de ces partis pour savoir comment on va construire. Si on fait primaire, quel type de primaire on fait. On va pas décider entre deux, trois personnes dans des discussions de couloir. Pour moi, ça c'est tout possible. Et après, il y a des choses, tu disais, voilà, dont on parlait Léonore, dans la construction de ce programme, effectivement, la Convention citoyenne pour le climat a été une expérimentation assez exceptionnelle, de par le processus démocratique qu'il y a eu et les conclusions qui sont à la hauteur des enjeux. Donc quand on forme des citoyens aux enjeux, les citoyens savent donner les réponses, et je pense que pour la construction des procès d'échéance électorale dont 2022, il va falloir faire ça, construire à l'échelle d'abord territoriale des différentes, parce qu'on appelle ça convention citoyenne sur l'ensemble des sujets qui traitent des présidentielles à définir, et puis derrière ça constituera aussi la base militante qui va permettre de se mobiliser quand ce sera le moment. Oui, assez rapidement, du coup. Oui, promis, rapidement. Juste pour être, ça me faisait réagir les premières prises de parole, notamment sur le fait de dire, je vais être un peu cash, pardon, mais l'union de la gauche et des écologistes, si c'est à projet constant, moi ça ne m'intéresse pas en fait. Et il y a un fort effet, il y a une formule que j'utilise souvent qui est le fait de dire depuis 30 ans on parle de sauver les générations futures, aujourd'hui les générations futures c'est nous et rien n'a changé. Et pour le coup, rien n'a changé parce que les gouvernements de gauche comme de droite n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que nous on porte, que nous on soit... là on parle du négatif, mais on va arriver vers le positif, qui est justement, c'est là qu'on a une légitimité, nous, nouvelle génération, à porter cette demande-là. C'est-à-dire que nous, on hérite, on s'inscrit clairement dans un historique politique, que ce soit de gauche, de l'écologie, il faut pas, c'est des pionniers, c'est même pas que des pionniers, c'est, je veux dire, on arrive de cet héritage-là. Mais aujourd'hui, la situation écologique est telle qu'on est obligés tous de revoir nos logiciels pour s'adapter aux enjeux du XXIe siècle. Et c'est en faisant ce travail commun-là de réinvention de nos logiciels politiques pour s'adapter aux attentes sociales nouvelles. C'est pas juste que le peuple vote pour nous, c'est quelles sont vraiment les attentes aujourd'hui. Et ça, c'était un angle de l'atelier aussi qui me tient vraiment à cœur. C'est le facteur générationnel, il est certes dans le côté renouveler les pratiques politiques, mais il est aussi parce que concrètement, nous, notre avenir, aujourd'hui, c'est plus la transition écologique douce qui va nous apporter un avenir heureux, c'est que nous, aujourd'hui, le dérèglement climatique, on va le subir de plein fouet, que notre avenir, il est marqué par ça, et qu'on n'a pas la chance d'avoir des perspectives d'avenir heureux, comme c'était le cas dans tout le XXe siècle, pour le peuple qui espérait en la gauche, le Front populaire, etc., heureux. Il y a un enjeu générationnel qui fait qu'on ne peut plus porter les mêmes programmes politiques, que ce soit la gauche ou que ce soit les écologistes, que ceux qu'on a portés pendant le XXIe siècle. Et qu'aujourd'hui, on doit intégrer les notions de résilience, lutter contre les changements climatiques, mais aussi adapter nos territoires à ces réalités-là, parce que nos enfants, si on en a, c'est ça qu'ils vont vivre. Et c'est vraiment cette dimension générationnelle nouvelle que je pense qu'on doit s'en saisir comme d'un enjeu autour duquel réinventer nos projets politiques.
Et voilà, construisons à partir de ça. La situation écologique réinvente complètement, retranspose le concept de la lutte des classes. Je veux dire, sur mon territoire, à Poitiers, on a déjà la guerre de l'eau entre ceux qui ont le capital, ceux qui ne l'ont pas très clairement. C'est évidemment des concepts de gauche, mais comment est-ce qu'on les adapte aux enjeux d'aujourd'hui qui sont écologiques? Et un tout dernier point, et après je laisse la parole, c'est on parle beaucoup des présidentielles, mais nous-mêmes ne nous laissons pas prendre à ce jeu-là, franchement. Si on veut vraiment, si l'objectif c'est vraiment de changer la vie, les régionales, par exemple, sont tout aussi importantes. Si on parle d'agriculture, on parle d'eau, on parle de mobilité, c'est les régions qui décident de tout ça, et c'est des élections de liste, donc c'est des formidables supports d'engagement, notamment pour la jeunesse. C'est parfait parce que ça mène à la dernière partie de notre discussion. Sur le fait que justement l'atelier s'intitule La jeunesse fait tomber les murs, mettons l'écologie au pouvoir, et le constat qu'on a eu nous en travaillant ces derniers mois, en essayant de dépasser un peu nos organes respectifs, en allant discuter avec divers acteurs de la jeunesse politique et société civile, c'est qu'il y a vraiment un vécu politique commun et une évidence en fait que l'écologie devait être centrale dans le projet politique, et que finalement l'écologie sociale c'était un pléonasme, ça se confondait vraiment quoi. Donc c'est le sujet qu'on aimerait aborder avec vous aussi, c'est cette question-là, c'est en quoi la jeunesse aujourd'hui elle peut avoir une fonction particulière, et en quoi il y a peut-être une spécificité de cette, on l'a appelé la génération climat. C'est peut-être simpliste parce que ça ne correspond pas à une classe d'âge. Une classe d'âge n'est jamais uniforme, ni sociologiquement, ni en termes de mobilisation politique. Mais il y a quand même ce langage commun, cette vision commune, et surtout cette inquiétude commune par rapport à un avenir qui, pour nous, est davantage une menace qu'une promesse, quoi. Donc là-dessus, est-ce que peut-être Hugo, tu pourrais commencer? Oui, je partage totalement d'abord le constat qu'a fait Léonore sur les pratiques militantes, etc. Et pour revenir sur le thème de la jeunesse, à nouveau, je suis d'accord aussi avec Claire quand elle dit que ça n'est pas une catégorie sociale totalement homogène, au contraire, c'est une catégorie très hétérogène, mais c'est une catégorie qui a été travaillée comme sujet politique par les différentes organisations politiques pendant quasiment 2 siècles. Et qui fait que nous, la jeunesse, nous comportons encore comme un sujet politique à part entière. L'exemple par excellence, c'est l'exemple de mai 68. La génération climat, c'est une autre manière de nous former en tant que sujet politique sur ce 21e siècle-là. Et à nouveau, comme le disait Léonore, nous, on ne part pas avec un horizon d'émancipation qui est devant nous, et presque l'idée qu'on doit freiner la catastrophe qui vient et en quelque sorte de prendre le pouvoir quasiment par nous-mêmes, quoi. Donc on voit à quel point la jeunesse a pu se mobiliser sur les combats antiracistes, les mobilisations pour le climat ces derniers temps. Et moi j'aimerais bien aussi revenir, que ce soit sur l'expérience de résilience commune et sur le rôle de la jeunesse dans les organisations politiques. Elles sont beaucoup décriées, ces organisations politiques, et à raison, elles sont ces appareils d'inertie qui bloquent aussi beaucoup de choses de manière générale, mais bon, ces organisations-là, elles sont nécessaires pour la médiation politique. On ne peut pas, il y a un risque bureaucratique dans toutes ces organisations, et le seul moyen finalement de lutter contre ce risque-là, c'est de renouveler ces pratiques militantes, de renouveler les militants, et du coup de faire appel finalement à la jeunesse, en grande partie. Et c'est ce qu'on essaie aussi de porter à Résilience Commune, en étant une plateforme qui lie, ça va des jeunes ELV jusqu'à l'UEC. On essaie justement de se créer une culture politique commune et un dialogue commun. Et comme le disait même avant Claire, on a un constat commun sur énormément de choses. Et on a une capacité peut-être à renouveler le débat d'idées de manière un peu plus intéressante, et même à faire appel à des modes d'expression politique peut-être plus innovants aussi. Je vais m'arrêter là pour la jeunesse, mais en tout cas, moi j'aimerais qu'on retienne le fait qu'elle doit être présente dans les organisations politiques et que ça ne peut pas passer que par des mobilisations extérieures à ces organisations. Merci. Romain, tu veux poursuivre? Ouais,
moi, je suis intimement convaincu, effectivement, du rôle de lame de fond que va avoir la jeunesse dans ce qu'on va appeler moi, ce que j'aime bien appeler également aussi la métamorphose en fait sociétale qui est face à nous. Là, c'est une métamorphose qui est devant nous, et la jeunesse va avoir un rôle moteur, doit avoir un rôle moteur, parce que en fait, c'est notre génération, c'est notre avenir qui est en jeu, et on ne veut pas se laisser se dicter par les anciennes générations. On va être vraiment partie prenante, et on doit en fait être partie prenante de la construction de cette métamorphose. Bien évidemment, avec le pied, je le rejoins, le pied, certains, on va dire, complètement encastrés dans les partis, d'autres côté société civile, et certains qui doivent faire le pont entre tout ça. Pour moi, la politique, c'est aussi la vivacité, être proche du terrain et réussir à faire le pont entre tout ça. Et après, nous, enfin, moi, via dans les différents mouvements dans lesquels j'ai pu être, je réinsiste sur cette démocratie interne parce que je pense qu'elle est super importante. On se re-questionne sur nos postures, c'est-à-dire que nous, on a une coalition d'organisations avec des associations très différentes, et avant même de discuter du fond, de la forme censée médiatiquement, on travaille sur nos postures personnelles, sur nos postures, ce que j'appelle moi transformer nos postures de coopération. C'est-à-dire la coopération, c'est pas juste un grand terme passer de la compétitivité à des mesures économiques de la coopération. Ça se développe, c'est quelque chose qui est d'abord personnel pour après que ça devienne on va dire collectif, et on change complètement de paradigme de la logique de c'est celui qui a les plus gros bras qui va gagner, à une logique d'intelligence collective pour faire de la puissance, une puissance collective, une puissance de groupe, quoi. Et après, ça fait tout le lien. Si cette base, on arrive à l'impulser, ça fait le lien avec l'ancien, je pense à la conférence d'hier, sur être fin à cette logique de présidentielle socialiste, d'une personne jupitérienne qui décide de tout. Et ça, je pense que la jeunesse l'incarne de plus en plus, ou en tout cas, il faut qu'elle continue à l'incarner, et d'insuffler ça dans, notamment aussi, les partis politiques. Et après, pour les prochaines échéances électorales, départementales, régionales, puis présidentielles, nous, on sait mobiliser des milliers, voire des centaines de milliers de jeunes. Si demain, on a une idée claire, on sait le faire. On sait le faire, et celles et ceux qui ont du temps aujourd'hui aussi, ce sont les étudiants qui ont du temps et qui vont pouvoir se mobiliser, comme par exemple, on peut le voir aux États-Unis avec le Sunrise Movement. Ça demain, moi je suis convaincu que peut-être il faut lancer quelque chose, un Sunrise Movement français, mais avec des garde-fous, on va dire, par rapport aux partis politiques, pour pas se laisser instrumentaliser. C'est-à-dire que moi, je veux bien donner toute mon énergie à aller chercher des milliers d'étudiants partout en France, si, pour les prochaines échéances électorales, à partir du moment où il y a des comités de gouvernance des différentes initiatives, qu'elles soient primaires ou campagnes, des comités de gouvernance avec à l'intérieur des jeunes, il y ait, comme ça s'est passé, l'impression à Poitiers, des facilitateurs sur l'ensemble des réunions, qu'il y ait des comptes rendus et qu'il y ait une transparence vraiment de construction des différentes initiatives qui vont devoir émerger pour gagner en 2022. Et à partir du moment où on arrive à ces garde-fous, et moi je veux bien travailler avec les partis pour dire ok, quels sont les garde-fous dont on a besoin pour pas repartir comme ça fonctionne, comme les partis fonctionnent aujourd'hui. Et ben là, si on s'aligne sur des garde-fous, moi je donne toute mon énergie pour mobiliser massivement la jeunesse et faire gagner les initiatives qui permettront de gagner 2022. On arrive un peu sur la fin de l'atelier, donc finalement, comme Claire t'avait un petit peu résumé tous les points où vous êtes arrivé sur la fin de l'atelier, je pense que si on a encore quelques minutes, c'est très intéressant de pouvoir prendre des questions. Je pense que on est un peu court pour les questions, il me semble, mais on peut rester dans la salle, parce que ça va couper dans pas très longtemps, donc on va s'acheminer vers une conclusion. Donc merci beaucoup à vous quatre d'avoir été avec nous. Ce débat qui était contradictoire, on voit certaines lignes de fracture, mais où je pense que
il a été riche aussi parce qu'on voit un peu la spécificité d'une nouvelle génération, pas seulement en termes d'âge, mais vraiment en termes d'envie politique et de manière de faire politique. Je rebondis pour conclure sur ce que tu as amené là, et je pense qu'on a des exigences en termes de démocratie interne, en termes de transparence sur les questions de féminisme de manière centrale sur les questions d'écologie qui vont faire que forcément tout ça va infuser le champ politique de manière forte, et on espère que ça donnera des résultats sur les échéances régionales puis présidentielles, mais aussi au quotidien dans notre militantisme. Merci à tous.